Mon nom est Claire Bennett. J'avais 35 ans. J'étais directrice financière et mère célibataire d'une fille de 2 mois prénommée Sophie. Lorsqu'une collision sur l'autoroute m'a envoyé à l'hôpital avec une commotion cérébrale. Un poignet fracturé et 2 côtes fissurées. Mais l'accident n'a pas été le moment où j'ai compris que ma vie était construite autour de personnes sur lesquelles je ne pouvais pas compter. Cela s'est produit plus tard. Lorsque j'ai appelé mes parents depuis l'hôpital et leur ai demandé de s'occuper de Sophie jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi en toute sécurité. Mon père a refusé. Mon frère Evan avait enfin un voyage à Hawaï, m'a-t-il dit, et il n'allait pas l'annuler. Ainsi, depuis mon lit d'hôpital, j'ai trouvé une nounou professionnelle pour nouveau-né. Autorisé une inconnue à entrer chez moi. Et mis fin aux 4 900 $ que j'envoyais chaque mois à mes parents. J'ai compris ce que le refus signifiait. Puis ma grand-mère est entrée dans ma chambre d'hôpital en portant un grand livre de comptes rouges. Elle m'a dit que l'argent n'avait jamais servi à ce que mes parents prétendaient. Ce qu'elle savait a transformé une nuit terrible en quelque chose de bien plus grand. Avant de vous ramener sur l'autoroute, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Si vous avez déjà découvert que les promesses de quelqu'un disparaissaient au moment où vous en aviez vraiment besoin, vous comprenez déjà pourquoi cette histoire compte. Pour comprendre pourquoi ce livre de contes m'a retourné l'estomac. Je dois vous ramener moins d'1 heure avant la collision. Nina Patel se tenait dans ma cuisine avec Sophie contre son épaule lorsque j'ai pris mes clés. Tu pourrais me laisser récupérer l'ordonnance demain, a-t-elle dit. Na vivait à 2 maisons de chez moi et travaillait comme ergothérapeute pédiatrique. Elle comprenait les enfants, respectait les routines et était devenue l'une des rares personnes en qui j'avais entièrement confiance pour ma fille. Je serais parti 20 minutes. Tu as déjà dit ça la dernière fois. La pharmacie est à 12 minutes. Ça ne fait toujours pas 20 minutes aller-retour. J'ai regardé Sophie. Ses yeux étaient fermés. Une petite main glissait entre sa joue et le chemisier de Na. Devenir mère avait été une décision délibérée pour moi. Je ne m'y étais pas engagé par accident ni en supposant que d'autres porteraient le poids. J'avais attendu d'être financièrement stable, organiser mon congé maternité avec soin. Créer un fonds d'urgence et étudier tout, du sommeil des nourrissons au futur mode de garde. Mes parents savaient que je prévoyais d'être mère célibataire. Ils ne l'avaient pas seulement accepté. Ils l'avaient célébré. Mon père avait promis que si une urgence survenait un jour, je n'aurais jamais à me demander qui s'occuperait de Sophie. Ma mère avait dit la même chose tellement de fois que je les avais désignés comme mes contacts d'urgence principaux. Cet après-midi-là, le plan semblait solide. Na resterait avec Sophie pendant que je récupérerais une ordonnance. Je rentrerais avant la prochaine tétée et le reste de la soirée serait ordinaire. J'ai posé ma main sur le dos de Sophie et senti la douce monter et descendre sous son pyjama. Appelle-moi si elle se réveille. Na a souri. Claire? Elle ira bien. Je l'ai cru. J'étais à plusieurs kilomètres de chez moi lorsque la circulation a ralenti. La route était humide, mais la pluie avait cessé. Les pneus murmuraient contre le bitume. Les feux de stop formaient de longues lignes rouges devant moi. Je me souviens d'avoir levé le pied de l'accélérateur. Puis est venu l'impact. Du métal s'est plié quelque part derrière moi. Ma ceinture de sécurité s'est bloquée sur ma poitrine. La voiture a tournoyé et le monde dehors du pare-brise est devenu bitume mouillé. Phare et séparateur en béton. Quand la voiture s'est arrêtée, il n'y a pas eu de silence dramatique. Des klaxons ont retenti. Quelqu'un a crié. Mon moteur émettait un faible cliquetis mécanique. Pendant plusieurs secondes. Je n'ai pas compris pourquoi ma main me faisait mal ni pourquoi respirer était si douloureux. Puis j'ai pensé à Sophie. Mon téléphone était tombé sous le siège passager. J'ai tendu la main, mais une douleur a fusé de mon poignet jusqu'au coude. J'ai essayé à nouveau et j'ai presque perdu connaissance.
Un homme est apparu dehors de la vitre et m'a fait signe de rester immobile. Mon bébé. Ai-je dit. Il ne pouvait pas m'entendre à travers la vitre. Les mots sont sortis à nouveau, plus forts cette fois. Mon bébé est à la maison. Le temps que les secouristes m'atteignent. J'avais répété le numéro de téléphone de Na si souvent que l'un d'eux l'avait écrit au dos de son gant. Ils m'ont assuré qu'ils la contacteraient. Ils m'ont dit de garder la tête immobile. Ils m'ont demandé mon nom, la date et si je savais où j'étais. J'ai tout répondu correctement, mais la même pensée traversait chaque question. Nina avait accepté de rester 20 minutes. Je n'avais aucune idée de combien de temps je serais absente. À l'hôpital, l'examen s'était tiré en scanner, question. Une attelle au poignet et vérification répétée de mes pupilles. Chaque respiration tirait sur mes côtes. Quand une infirmière m'a enfin dit que je resterais la nuit en observation, je l'ai regardée comme si elle avait mal compris le problème. J'ai un bébé de 2 mois. Je sais. Vous ne pouvez pas sortir ce soir. Avec la commotion et vos blessures. Vous ne pouvez pas vous faire sortir contre avis médical. Elle est à la maison avec une amie. L'infirmière a rapproché une chaise. Y a-t-il un autre proche que vous pouvez appeler? Cette question aurait dû être facile. Mes parents vivaient à moins de 30 minutes de chez moi. Ils étaient retraités ou travaillaient à temps très réduit. Ils avaient les clés, des affaires pour bébé. Une autorisation écrite pour obtenir des soins médicaux pour Sophie. Et plus d'une promesse qu'ils viendraient dès que j'aurais besoin d'eux. Je vais les appeler. Ai-je dit. Avant que je puisse le faire, le nom de Na est apparu sur mon écran. Le secouriste l'avait jointe. Sophie était en sécurité. Na avait déjà préparé ce qu'elle pensait nécessaire si elle devait déplacer le bébé. Mais je lui ai demandé de rester chez moi où tout était familier. Je suis vraiment désolé. Lui ai-je dit. Arrête de t'excuser. Tu es blessé à quel point? Il me garde cette nuit. Il y a eu une pause. Na ne s'est pas plainte ni n'a fait de la situation quelque chose à son sujet. Elle a simplement commencé à identifier ce qui était possible. Je peux rester pour le moment. A-t-elle dit. Mais j'ai mon propre enfant à ramener à la maison et des patients demain matin. Si tes parents peuvent prendre le relais ce soir, j'attendrai qu'ils arrivent. Ils vont venir. Je l'ai dit sans hésitation. Na a fait confiance à ma certitude parce que j'y croyais. J'ai appelé ma mère en premier. L'appel est resté sans réponse. J'ai appelé mon père et il a répondu à la 4e sonnerie. Claire? J'ai eu un accident. Le bruit de fond a disparu. Quel genre d'accident? Sur l'autoroute. Je suis à l'hôpital. Tu vas bien? J'ai une commotion et quelques fractures. Il me garde cette nuit. La voix de ma mère est venue de quelque part près de lui. Où est Sophie? Elle est à la maison avec Nina. Elle est en sécurité. Mais Na ne peut pas rester toute la nuit. J'ai besoin que vous alliez chez moi et que vous occupiez de Sophie jusqu'à ce que je puisse organiser quelque chose de plus long terme. Le silence a suivi. Au début, j'ai supposé qu'ils assimilaient la situation. Mes parents avaient déjà gardé Sophie. Ils savaient où tout se trouvait. Mon père avait lui-même installé la base du siège auto dans leur voiture. Puis il a expiré. Claire? Nous ne pouvons pas. Je me suis agité dans le lit d'hôpital et la douleur s'est resserrée sous mes côtes. Que veux-tu dire? Nous partons tôt demain pour l'aéroport. J'avais oublié pour Hawaï. Evan avait parlé du voyage pendant des mois.
Mes parents l'avaient décrit comme une opportunité qu'il méritait après plusieurs années difficiles. Ils voyageaient avec lui, payaient les repas, amélioraient l'hébergement et traitaient les vacances comme la preuve que sa vie avançait enfin. Je ne vous demande pas d'annuler tout le voyage. Ai-je dit. J'ai besoin de quelqu'un avec Sophie cette nuit. Vous pouvez manquer un vol et en prendre un autre après que nous ayons organisé la garde. La voix de mon père s'est durcie. Ton frère a enfin un voyage à Hawaï. Nous ne l'annulons pas. J'ai regardé vers la porte, m'attendant à moitié à ce que l'infirmière revienne et me dise que j'avais mal entendu. Papa. Je suis à l'hôpital et Sophie est en sécurité avec Nina. Nina ne peut pas rester. Elle aide jusqu'à ce que vous arriviez. Ma mère a parlé plus fort pour que je l'entende. Si cela était arrivé une autre semaine. Bien sûr que nous viendrions. Ça n'est pas arrivé une autre semaine. Je sais. Ma chérie. Nous nous sentons terriblement mal. Se sentir mal ne leur demandait rien. J'ai gardé une voix calme parce que c'est ce que j'avais toujours fait quand ma famille rendait une situation déraisonnable acceptable. J'ai besoin d'aide pour une nuit, peut-être 2 jours. Le temps que je me rétablisse assez pour la tenir en sécurité. Vous avez tous les deux promis que vous seriez mes aidants d'urgence. Nous n'avons pas promis d'abandonner tous nos engagements. Mon père a dit, c'est une urgence et nous avons déjà payé ce voyage. J'ai fermé les yeux. Ma tête palpitait contre l'oreiller. L'attelle au poignet semblait lourde. Quelque part dans le couloir, une machine a sonné 2 fois avant de se taire. Mon père a continué. Tu organises des choses compliquées pour gagner ta vie. Tu es doué pour ça. Passe quelques coups de fil. Cette phrase m'était si familière que pendant un moment elle a presque fonctionné. Claire pouvait gérer. Claire trouverait une solution. Claire n'avait pas besoin de ce dont tout le monde avait besoin. Ma mère a demandé si Sophie avait assez de lait et de couches. C'était le genre de question pratique qu'elle pourrait se rappeler plus tard comme preuve qu'elle avait pris soin. Elle a tout sauf les grands-parents qui ont promis de venir. Claire ? A averti mon père. Non. Je comprends. J'ai terminé l'appel. Mon pouce est resté sur l'écran assombri. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté le téléphone ni rappelé pour exiger une explication qui le transformerait en une autre personne. J'ai simplement senti quelque chose en moi devenir silencieux. Pendant la plus grande partie de ma vie, être l'enfant fiable avait été traité comme un compliment. Quand quelque chose se cassait, je le réparais. Quand les plans échouaient, je m'adaptais. Quand Evan avait besoin d'une autre chance, on attendait de moi que je comprenne. Mes parents parlaient de son potentiel comme d'un investissement qui récompenserait tout le monde un jour. Ma stabilité était traitée différemment. Parce que j'avais une carrière et des économies. Tout sacrifice que je faisais semblait indolore de l'extérieur. C'est ainsi que les transferts de 4 900 $ ont commencé. 22 mois plus tôt. Mon père m'avait appelé pour me dire que la retraite était devenue plus difficile que prévu. L'hypothèque consommait soi-disant la plus grande partie de leurs revenus. Leur couverture médicale était prétendument insuffisante. Les factures et les dépenses essentielles augmentaient. Il n'a pas demandé un montant aléatoire. Il a présenté 4 900 $ comme la différence mensuelle exacte entre la stabilité et tout perdre. Au travail, je n'aurais jamais approuvé une dépense sans examiner les justificatifs. Mais c'était ma famille, et mon père faisait sonner la vérification comme une humiliation. Il a dit qu'il pouvait m'envoyer les factures si j'avais besoin de preuves. Puis a parlé de combien c'était douloureux pour un parent d'être audité par sa propre fille. Je lui ai dit que ce ne serait pas nécessaire. Le premier transfert a quitté mon compte le lendemain matin. Après cela est devenu automatique. Chaque mois.
4 900 $ partaient vers le compte joint de mes parents sous une transaction que j'étiquetais. Soutien familial. 22 paiements, 17 800 $. Je connaissais le total parce que les chiffres restaient avec moi. Ce que je refusais de calculer était le coût émotionnel de continuer. Mes parents me remerciaient de manière qui gardait l'arrangement vague. Ma mère disait parfois que je sauvais leur maison. Mon père décrivait l'argent comme la preuve que les familles réussissent se protéger mutuellement. Evan savait que je les aidais, mais personne ne discutait du montant autour de lui. Chaque fois que mon père payait une dépense d'Evan, il la décrivait comme un soutien temporaire tiré de son revenu de retraite. J'acceptais cette explication parce que la remettre en question aurait forcé une confrontation que j'avais passé ma vie à éviter. Quand je suis tombé enceinte de Sophie, les promesses de mes parents sont devenues plus précises. Ils ont proposé de garder des affaires pour bébé chez eux. Ils ont accepté l'autorisation d'urgence. Ma mère a annoncé à des amis que Sophie aurait des grands-parents assez proches pour la rejoindre à toute heure. Mon père m'a dit que je n'élevais pas un enfant seul. Je l'élevais avec une famille derrière moi. Même grand-mère Evelyne avait une fois essayé de m'avertir sur la différence entre ce que mon père disait et ce qu'il faisait. Je n'avais pas écouté. À ce moment-là, mon père avait passé des années à la décrire comme intrusive. Si elle posait des questions financières, il appelait cela du contrôle. Si elle contestait la façon dont Evan était protégé, il disait qu'elle créait une division entre les frères et sœurs. J'aimais ma grand-mère, mais je la gardais à distance prudente parce que je croyais que maintenir la paix était une forme de loyauté. Allongé dans ce lit d'hôpital, j'ai enfin compris ce que la paix m'avait coûté. J'ai rappelé Nina. Mes parents ne viennent pas. Elle est restée silencieuse moins d'une seconde. D'accord. Alors. Nous avons besoin d'un autre plan. Pas de leçon, pas d'incrédulité, pas de tentative de me faire défendre. L'infirmière m'a mise en contact avec une travailleuse sociale de l'hôpital qui m'a envoyé les informations d'une agence fournissant des soins pour nouveau-nés vérifiés. Nina est restée avec Sophie pendant que je passais des appels. La première agence n'avait pas de disponibilité pour la nuit. La seconde pouvait envoyer quelqu'un l'après-midi suivant, ce qui était trop tard. La troisième m'a mise en contact avec Marisol Vega. Marisol n'a pas offert de réconfort avant de poser des questions. Elle voulait l'âge de Sophie, la durée prévue, les modalités d'accès et la confirmation qu'un autre adulte responsable resterait à la maison jusqu'à son arrivée. Elle a expliqué ses qualifications, le processus de vérification des antécédents de l'agence et l'autorisation temporaire que je devais signer électroniquement. Sa précision m'a calmé plus que la sympathie ne l'aurait fait. Nina a vérifié les informations de l'agence depuis chez moi. La travailleuse sociale de l'hôpital a confirmé le contact. J'ai complété l'autorisation d'une main fonctionnelle et payé pour une couverture immédiate. Quand j'ai rappelé Nina, je lui ai donné les informations d'arrivée prévues de Marisol. Je reste jusqu'à ce qu'elle soit entrée et installée. A dit Nina. Tu n'es pas obligé. Je sais. C'est pour ça que c'est de l'aide, Claire. Parce que je choisis ce que je peux réellement faire. J'ai pressé mes lèvres jusqu'à ce que la tension dans ma gorge s'apaise. Merci. Sophie va bien. Prends soin de toi assez longtemps pour rentrer auprès d'elle. Après la fin de l'appel, j'ai ouvert mon application bancaire. L'écran s'est brouillé brièvement et j'ai attendu que ma vision s'éclaircisse. Puis j'ai sélectionné les paiements récurrents. Soutien familial 4 900 $. Il y avait 22 transferts terminés en dessous. Le suivant était déjà programmé. Mon doigt a survolé l'option d'annulation. J'ai imaginé ma mère appelant en larmes. J'ai imaginé mon père m'accusant d'utiliser l'argent comme punition. J'ai imaginé Evan entendant une version dans laquelle j'avais abandonné 2 parents retraités pour un service manqué. Puis j'ai imaginé Sophie dans 10 ou 15 ans.
J'ai imaginé lui apprendre que l'amour signifiait accepter les mensonges parce que les affronter pourrait déranger quelqu'un. J'ai imaginé qu'elle apprenait que la personne la plus responsable devait toujours absorber la blessure la plus profonde. Cette pensée m'a effrayé plus qu'être seul. J'ai sélectionné, annuler le paiement récurrent à risque. Une fenêtre de confirmation est apparue. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai appuyé sur confirmer. Rien de dramatique ne s'est produit. Aucune alarme n'a retenti. Personne n'est entré dans la chambre pour me dire si j'avais pris la bonne décision. La transaction a simplement disparu de mes paiements programmés. Mes parents ne le savaient pas encore. Je ne savais toujours pas que l'hypothèque que je croyais aider à payer n'existait plus. Je ne savais pas que leur couverture médicale n'avait jamais créé le déficit qu'ils avaient décrit. Je ne savais pas où la plupart de mon argent était vraiment allé. Je savais seulement que 2 personnes qui avaient promis de venir pendant une urgence avaient choisi de ne pas venir. Cela suffisait. Nina a appelé une fois que Marisol est arrivée. Elle m'a montré Sophie dormant en sécurité dans son berceau et confirmé que les qualifications de l'agence correspondaient. Pour la première fois depuis la collision, j'ai permis à mon corps de se reposer contre le matelas. Puis Nina a posé une question. Y a-t-il quelqu'un que tu veux que j'appelle pour toi? J'ai presque dit non. Cette réponse était devenue automatique. Au lieu de cela, j'ai pensé à grand-mère Evelyne. Appelle ma grand-mère. Ai-je dit. Dis-lui que je suis à l'hôpital. Demande-lui de venir si elle peut. Un peu plus tard cette nuit-là, des pas se sont arrêtés devant ma chambre. La porte s'est ouverte. Grand-mère Evelyne est entrée portant un manteau gris simple. Ses cheveux argentés attachés proprement en arrière. Elle avait 81 ans, mais il n'y avait rien de fragile dans sa façon de me regarder. Ses yeux sont passés de l'ecchymose près de ma tempe à la telle autour de mon poignet. Puis elle a soulevé l'objet qu'elle portait. C'était un livre de contes rouge usé au coin et fermé par un élastique. Elle l'a placé sur la table roulante à côté de mon lit et a posé une main sur la couverture. Avant que tu n'envoies un autre centime à tes parents, a-t-elle dit. Tu dois savoir ce que cet argent a vraiment payé. Pendant un moment, je n'ai pu que la fixer. Que veux-tu dire? Grand-mère Evelyne a retiré l'élastique du livre et l'a ouvert sur la table roulante. Dis-moi exactement ce que Richard a dit que tes paiements mensuels couvraient. Elle appelait presque jamais mon père, papa, en me parlant. Elle utilisait son prénom avec la précision de quelqu'un qui séparait l'homme qu'il était devenu du fils qu'elle avait élevé. L'hypothèque, ai-je dit, leur couverture médicale, les factures. Les dépenses de base. Il a dit qu'ils étaient à court de presque 5 000 $ chaque mois. L'expression de grand-mère a changé. Pas en surprise. Mais en reconnaissance. Claire? Il n'y a pas eu de paiement d'hypothèque sur cette maison depuis 7 ans. Une pression sourde a traversé ma poitrine. Ce n'est pas possible. J'ai payé le solde restant moi-même. J'ai cherché sur son visage un signe d'incertitude. Il n'y en avait aucun. Quand? Il y a 7 ans. Tes parents possèdent cette maison entièrement. Mon premier instinct a été de les protéger. Peut-être que mon père a pris un autre prêt sur la propriété. Peut-être que le paiement a changé. Peut-être que les informations de grand-mère étaient obsolètes. Il m'a dit qu'il risquait de la perdre. Ils ne le sont pas. Et leur assurance médicale? Ton père a une couverture de retraite. Ta mère est incluse. Leurs dépenses supplémentaires sont loin de ce qu'il t'a décrit. La chambre semblait trop petite. Je me suis redressé, mais la douleur a saisi sous mes côtes et m'a forcé à reculer. Grand-mère a tendu la main vers moi, puis s'est arrêtée avant de toucher mon bras lentement. Comment sais-tu tout ça?
Parce que Janet m'a demandé de l'aider à concilier leurs comptes. Ma mère avait toujours été à l'aise pour demander de l'aide pratique à grand-mère. Evelyne avait passé la plupart de sa vie adulte à tenir des registres financiers. Les chiffres ne l'intimidaient pas. Pas plus que les explications inconfortables qui y étaient attachées. Elle croyait que la banque avait dupliqué plusieurs charges, a continué grand-mère. Ce n'était pas le cas, mais pendant que j'examinais les relevés. J'ai vu des dépôts réguliers de ta part. Ma bouche est devenue sèche. Tu savais. Je savais que de l'argent venait de ton compte. Je ne savais pas ce que ton père t'avait dit qu'il était pour. Que t'a-t-il dit? Qu'il avait compris où il allait? Que tu avais accepté d'aider la famille. Techniquement, chaque mot était vrai. J'avais accepté d'aider. On m'avait simplement donné une définition différente de la famille et une description différente du besoin. Grand-mère a tourné plusieurs pages. Des dates et des chiffres remplissaient chaque ligne de sa belle écriture. De petits onglets marquaient des groupes de relevés copiés sous la couverture arrière du livre. Je l'ai interrogé sur les paiements sortant du compte. A-t-elle dit? Il m'a répondu que ce n'était pas mes affaires. Paiement à qui? Elle a retiré le premier relevé et l'a placé devant moi. Plusieurs dépôts entrants étaient surlignés. Chacun correspondait à la date et au montant de mes transferts automatiques. En dessous, il y avait des paiements sortants. Certains allaient directement à Evan. D'autres couvraient des comptes à son nom. Il y avait des dépenses de véhicules. Des soldes de crédit et des transferts liés aux entreprises que mes parents avaient toujours décrites comme des opportunités. J'ai suivi les transactions avec mon doigt. Tout ça ne peut pas être pour lui. Ce n'est pas tout pour lui. Tes parents en utilisent une partie pour leur propre voyager. Dépenses discrétionnaires, mais une part importante est allée à ton frère. J'ai regardé le relevé suivant, puis le suivant. Le même schéma apparaissait à répétition. Mon transfert entrait sur le compte. En quelques jours, des portions en sortaient pour Evan. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Grand-mère a regardé vers la fenêtre sombre de l'hôpital. J'aurais dû. Ce n'est pas une réponse. Non. Ça ne l'est pas. Sa voix est restée ferme. Mais le regret y était entré. Ton père a dit que tu savais. Quand j'ai questionné l'arrangement, il m'a accusé d'interférer entre ses enfants. Il a dit à Janet d'arrêter de m'apporter leur relevé. Après cela, ils ont commencé à me décrire comme contrôlante chaque fois que je soulevais le sujet. Je me souvenais des avertissements de mon père. Grand-mère vieillissait. Grand-mère pouvait être suspicieuse. Grand-mère ne comprenait pas comment les familles modernes géraient l'argent. Il ne m'avait jamais demandé d'arrêter de l'aimer. Il avait simplement rendu le fait de l'écouter déloyal. Je l'avais cru. Je sais. L'appel de Na avait changé la compréhension d'Evelyne. Elle savait que mes parents avaient refusé de s'occuper de Sophie pendant une urgence médicale. Elle savait qu'ils acceptaient toujours mon argent. Cette combinaison avait suffi à la convaincre que, quoi que mon père prétende, je ne comprenais pas la vérité. Grand-mère s'est tournée vers un groupe d'enregistrement plus récent. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en voyant un paiement à la société qui avait organisé leur forfait Hawaï. J'ai examiné la date. Mon transfert le plus récent était entré sur le compte peu avant que la charge de voyage soit débitée. Le solde avait été trop bas pour couvrir le forfait avant mon dépôt. J'ai vérifié les chiffres à nouveau. Mon père m'avait dit que le voyage était la preuve que la vie d'Evan s'améliorait enfin. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas le manquer parce que tant d'argent avait déjà été dépensé. Une part importante de cet argent venait de moi. Ils ont utilisé mon paiement pour Hawaï. Oui.
Et puis ils ont refusé d'aider Sophie parce qu'ils ne pouvaient pas annuler le voyage que j'ai contribué à financer. Grand-mère ne l'a pas adouci. Oui. J'avais passé des années à croire que les faits créaient la clarté. Si les chiffres étaient exacts, la décision devrait devenir évidente. Mais les faits n'empêchaient pas la douleur. Parfois, ils retiraient seulement le dernier endroit où l'espoir pouvait se cacher. J'ai pensé aux 22 transferts. 17 800 $. J'ai pensé à chaque fois que ma mère m'avait remercié de protéger leur maison. Chaque fois que mon père avait averti qu'un paiement manqué créerait de graves conséquences. Chaque fois que j'avais retardé quelque chose pour moi parce que mes parents avaient besoin de stabilité, mon transfert n'avait pas assuré leur sécurité. Il leur avait permis, à tous les trois, d'éviter la réalité. Evan pouvait continuer à croire que sa prochaine opportunité résoudrait tout. Ma mère pouvait continuer à s'appeler pacificatrice. Mon père pouvait continuer à agir comme le pourvoyeur tout en utilisant mon revenu pour financer son autorité. Et je pouvais continuer à croire que le sacrifice m'avait enfin valu une place sécurisée dans la famille. Grand-mère a fermé le livre à moitié. Que as-tu fait après qu'ils ont refusé? J'ai trouvé une nounou et j'ai annulé le transfert. Pour la première fois cette nuit-là. Un petit soulagement a traversé son visage. Bien. Les mots auraient dû me réconforter. Au lieu de cela, les larmes sont enfin montées. Je ne me sens pas bien. Tu n'es pas censé. J'ai essuyé ma joue avec le talon de ma main non blessée. Ce sont mes parents. Je sais. Ils ont des dépenses. Oui. Et si arrêter tout leur fait du mal? Cela changera leur façon de vivre. Cela ne les laissera pas sans maison. Sans couverture médicale ni nourriture. Elle a posé sa paume sur le livre. Il y a une différence entre laisser quelqu'un affronter la réalité et le placer en danger. Ton père a travaillé très dur pour te faire oublier cette différence. Je l'ai regardé. Savais-tu qu'il deviendrait comme ça? Non. La réponse est venue sans hésitation. Mais j'ai reconnu des parties avant toi. Et je suis restée silencieuse plus longtemps que je n'aurais dû. Je pensais que le confronter en privé suffisait. Ce n'était pas le cas. Son honnêteté importait plus que le réconfort. Grand-mère ne me demandait pas de croire qu'elle avait toujours fait ce qu'il fallait. Elle acceptait sa part sans essayer de transformer le regret en innocence. Elle est restée avec moi jusqu'après minuit. Nous avons examiné assez d'enregistrements pour que je comprenne le schéma. Mais elle a refusé de me laisser m'épuiser en lisant chaque ligne. Les chiffres seront encore là demain. A-t-elle dit. Tu dois te rétablir. J'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, l'accident revenait en fragments. Phare, béton, la ceinture se resserrant sur ma poitrine. Puis la voix de mon père la remplaçait. Ton frère a enfin un voyage à Hawaï. À 4 heures du matin, je savais que mes parents partiraient bientôt pour l'aéroport. J'ai ouvert un message pour eux deux. Je l'ai gardé court. Je leur ai dit que Sophie avait des soins professionnels et était en sécurité. Je leur ai dit que grand-mère Evelyne m'avait montré les registres financiers. Je leur ai dit que tous les paiements futurs avaient été annulés. Je leur ai demandé de ne pas contacter Na, Marisol ou quiconque s'occupait de Sophie. Puis j'ai posé mon téléphone face contre le lit. Il a commencé à sonner moins de 2 minutes plus tard. Mon père. J'ai laissé le premier appel s'arrêter. Il a rappelé. À la 3e tentative, j'ai répondu. Que as-tu fait? A-t-il exigé? Aucune question sur ma commotion. Aucune sur mes côtes.
Aucune sur l'arrivée de la nounou de Sophie. J'ai assuré les soins pour ma fille. Tu sais ce que je veux dire? Oui. J'ai annulé le transfert. Ma mère a dit quelque chose derrière lui. Des annonces d'aéroport résonnaient en arrière-plan. Ils étaient déjà partis de chez eux. Ta grand-mère n'avait pas le droit de te montrer des registres financiers privés. Elle avait un accès autorisé à ces registres. Cela ne les rend pas tiens. Les dépôts étaient les miens. Ils sont devenus des cadeaux quand tu les as envoyés. J'ai regardé la telle autour de mon poignet. As-tu utilisé mon dernier paiement pour Hawaï? Nous avons utilisé notre compte pour payer un voyage familial. Ce n'est pas une réponse. Nous n'allons pas justifier chaque dépense auprès de notre fille. Tu les as justifiées quand tu m'as dit que tu avais besoin de 4 900 $ pour garder ta maison. Et ta couverture médicale. Son silence a duré une seconde de trop. Puis son ton a changé. Tu savais que nous avions des dépenses. Je savais ce que tu m'as dit. Tu gagnes plus d'argent que quiconque dans cette famille. Nous aider ne t'a pas mis en difficulté. Voilà. Pas de déni, mais l'entitlement, la vérité telle que mon père la comprenait. La tromperie cessait d'importer si la personne trompée pouvait se permettre la perte. Tu pouvais te permettre de manquer le premier vol. Ai-je dit. Tu as quand même refusé. Ce voyage était prévu depuis des mois. Mon accident n'était pas prévu. Evan a traversé des années difficiles. J'étais à l'hôpital, papa. Et tu as résolu le problème exactement comme je savais que tu le ferais. Sa confiance en moi avait toujours été une autre façon de s'accorder la permission de me laisser tomber. Ma mère a pris le téléphone. Claire? Tout le monde est bouleversé. Nous devons nous calmer avant de prendre des décisions que nous ne pourrons pas annuler. J'ai pris ma décision. Tu es blessée et émotive. Je suis blessé. Cela ne rend pas les relevés bancaires faux. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes utilisé. Alors pourquoi avez-vous menti? Nous ne le voyons pas comme ça. Cette réponse a fait plus mal qu'un déni. Ma mère en avait assez su pour comprendre ce que l'argent ne payait pas. Elle avait entendu l'explication de l'hypothèque. Elle avait accepté ma gratitude chaque fois qu'elle disait que je sauvais leur maison. Et elle l'avait permis parce que examiner l'arrangement aurait nécessité de confronter mon père. Qu'est-ce que tu pensais que c'était? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Mon père a repris le téléphone. Nous en discuterons à notre retour. Il n'y a rien à discuter concernant les paiements. Ne menace pas cette famille parce que tu es en colère. Je ne menace personne. Je mets fin à quelque chose que je n'aurais jamais dû accepter. Tu regretteras de traiter tes parents de cette façon. J'ai terminé l'appel. Mes mains tremblaient. Mais ma voix non. Quelques minutes plus tard. Ma mère a envoyé un message me demandant de reconsidérer avant la date du prochain paiement. Mon père en a envoyé un plus long accusant grand-mère de créer délibérément un conflit. Aucun message ne demandait si j'avais besoin de quelque chose. Ils ont embarqué dans l'avion. Le voyage a continué. Ce matin-là, l'hôpital m'a autorisé à sortir avec des instructions que j'aurais trouvé impossibles à suivre. Sans aide. Je ne devais pas conduire. Je ne pouvais pas soulever en sécurité avec le poignet fracturé et chaque mouvement soudain tirait sur mes côtes. Grand-mère m'a ramené à la maison.
Marisol a ouvert la porte avant que nous l'atteignions. Elle m'a donné un compte rendu concis de la nuit de Sophie. Le genre de détail qui montrait qu'elle avait fait attention. N'a été resté jusqu'à ce que Marisol soit installée exactement comme elle l'avait promis. Quand Marisol a placé Sophie à côté de moi, je ne pouvais pas la tenir comme je le faisais normalement. J'ai posé mon bras valide autour d'elle tandis que des oreillers soutenaient le reste de mon corps. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé sans savoir que quelque chose avait changé. J'ai pleuré alors, pas bruyamment. J'ai pressé mon visage contre le haut de sa tête et laissé les larmes tomber dans ses cheveux doux. Grand-mère se tenait à proximité, mais elle ne m'a pas dit que tout irait bien. Elle savait que ce n'était pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de la permission de pleurer quelque chose qui n'avait jamais été aussi réel que je le croyais. La pression a commencé avant que mes parents n'arrivent à Hawaï. Mon père a envoyé des messages présentés comme des urgences financières. Il prétendait que des dépenses prévues échoueraient. Il avertissait que d'arrêter le transfert sans préavis était irresponsable. Grand-mère et moi avons revu les registres. Leur pension et leurs revenus couvraient leur maison, l'assurance, la nourriture, les factures et les coûts de transport normaux. Ce qu'ils ne pouvaient pas couvrir était la vie construite au-dessus de ses besoins. Les factures des vannes, les pertes commerciales répétées, les voyages, les améliorations. L'apparence d'abondance. Je n'ai pas répondu. Puis Evan a appelé. Au début, j'ai envisagé de ne pas répondre. Mais éviter la conversation lui aurait permis de préserver la version des événements la plus confortable pour lui. J'ai accepté. Que se passe-t-il? A-t-il demandé. Dis-moi. Papa dit que grand-mère s'est introduite dans leurs informations bancaires et t'a convaincu de les couper. Grand-mère ne m'a convaincu de rien. J'ai annulé le transfert avant qu'elle arrive. Alors tu as fait ça parce qu'ils ne pouvaient pas garder le bébé. Ils ont refusé de s'occuper de mon bébé de 2 mois pendant que j'étais hospitalisé. Ils avaient un vol. Je sais. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde arrête sa vie chaque fois que tu as un problème. J'ai laissé la phrase s'installer. Combien de ce voyage as-tu payé? Je ne l'ai pas payé. Maman et papa l'ont fait avec l'argent que je leur ai envoyé. Il est devenu silencieux. Le savais-tu? Ai-je demandé. Je savais que tu les aidais. Savais-tu qu'ils en envoyaient une partie à toi? Ils m'aidaient parfois. As-tu déjà demandé comment 2 personnes retraitées payaient tes dettes? Tes dépenses de véhiculer ce voyage? J'ai supposé que papa avait de l'argent de retraite. Tu savais aussi que je leur donnais de l'argent. Cela ne veut pas dire que je connaissais chaque détail. Non. Cela veut dire que tu évitais les détails parce qu'ils auraient pu t'obliger à dire non. Sa respiration a changé. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi. J'ai passé des années à payer pour un système conçu pour t'empêcher d'être responsable de toi-même. Cela ne me rendait pas meilleur. Cela faisait de moi une partie du problème. Tu peux te le permettre. La même défense? Une voix différente. Je pouvais me permettre le transfert. Ai-je dit. Je ne peux pas me permettre ce qu'il enseigne à ma fille. Il a émis un rire court et amer. Elle a 2 mois. Ce qui veut dire que j'ai encore le temps de changer ce qu'elle grandira en croyant. Je lui ai dit que j'attendais un remboursement pour la partie des dépenses Hawaï financées par mes transferts. Je n'ai pas exigé tout l'argent immédiatement. Je n'ai pas menacé d'action légale. J'ai simplement clarifié que le remboursement et la réconciliation étaient des questions distinctes. Puis j'ai terminé l'appel. Pendant les jours suivants,
Marisol s'est occupée de Sophie pendant que je me rétablissais. Nina venait après le travail et apportait une aide pratique sans essayer de prendre le contrôle. Grand-mère s'occupait du transport et restait assez longtemps pour s'assurer que j'avais ce dont j'avais besoin, puis rentrait chez elle. Chaque personne énonçait ses limites. Chaque personne faisait ce qu'elle avait promis. Le contraste était douloureux parce qu'il était si ordinaire. Personne ne se décrivait comme mon sauveur. Personne n'annonçait que la famille passait toujours en premier. Ils arrivaient simplement quand ils avaient accepté d'arriver. Mes parents ont envoyé des photos d'Hawaï au groupe familial plus large. J'ai mis la conversation en sourdine avant d'en voir plus d'une image. Des proches sélectionnés m'ont contacté après avoir entendu la version de mon père. Selon lui, grand-mère m'avait manipulé pendant que j'étais blessé. Et j'avais riposté en plaçant mes parents en danger financier. Je n'ai pas discuté avec tout le monde. J'ai envoyé une réponse factuelle à ceux dont la relation comptait pour moi. Mes parents possédaient leur maison. Leurs dépenses de base étaient couvertes. Mes paiements avaient été mal représentés et redirigés. L'arrangement était terminé. Après cela, j'ai arrêté de défendre la décision. Le rétablissement m'a donné le temps de remplacer chaque supposition par un plan documenté. J'ai retiré mes parents comme contact d'urgence de Sophie. Nina a accepté de rester un contact local dans les limites de ses propres responsabilités. Grand-mère est devenue le contact familial autorisé à défendre les intérêts de Sophie. Bien que nous n'ayons pas prétendu qu'une femme de 81 ans devrait devenir la principale aidante physique pour un nourrisson. L'agence de soins pour nouveau-nés fournissait une structure de secours professionnelle tournante. J'ai élargi la réserve d'urgence de Sophie. J'ai mis à jour les autorisations de garde et les documents régissants qui pouvaient prendre des décisions si je ne le pouvais temporairement pas. J'ai aussi changé les serrures. Mes parents avaient encore les clés depuis la naissance de Sophie. Je les avais autrefois vus comme la preuve qu'ils étaient assez proches pour aider. Désormais, l'accès suivrait la confiance, et non l'inverse. Le rétablissement physique a été lent. Je détestais avoir besoin de Marisol pour soulever Sophie quand elle pleurait. Je détestais regarder quelqu'un d'autre accomplir les routines que j'avais construites. Les nuits difficiles, la vieille culpabilité revenait. Peut-être avais-je demandé trop à mes parents. Peut-être que mettre fin au transfert était excessif. Peut-être devrais-je en restaurer une partie et garder une limite plus petite. Chaque fois que ces pensées venaient, j'ouvrais le dossier contenant les registres. Pas parce que j'avais besoin de me mettre à nouveau en colère. Mais parce que la culpabilité avait survécu pendant des années en rendant les faits désagréables. 3 jours après le retour de mes parents d'Hawaï, ils sont venus chez moi. Ils n'ont pas appelé d'abord. La sonnette a retenti peu après que Marisol ait porté Sophie à l'étage pour une sieste. À travers la caméra, j'ai vu mon père debout le plus près de la porte avec ma mère derrière lui. Mon père a essayé sa clé avant que je réponde. Elle ne fonctionnait plus. L'expression sur son visage m'a dit qu'il comprenait la limite avant que j'ouvre la porte. Je les ai laissés entrer parce que je voulais une conversation directe. Je ne voulais pas une série de messages dans lesquels mon père pouvait éviter chaque question. Grand-mère avait proposé de venir. Je lui avais dit non. Si je maintenais cette limite, elle devait être la mienne. Mon poignet était encore dans une attelle. M'asseoir trop vite faisait encore mal à mes côtes. Mais j'ai pris la chaise face au canapé et placé le dossier des registres sur la table entre nous. Mon père est resté debout. Tu as changé les serrures ? Oui. Sans nous le dire. Vous n'avez aucune raison d'entrer chez moi sans permission. Nous sommes tes parents. C'est une relation. Pas une autorisation permanente. Ma mère s'est assise. Elle avait l'air fatiguée, pas en danger financier, pas sans abri ni nourriture, juste fatiguée. Mon père a pointé vers le dossier. Ta grand-mère t'a rempli la tête d'informations à sens unique. Les informations viennent de vos relevés bancaires. Vous nous avez donné cet argent parce que tu m'as dit que votre maison est votre couverture.
médical était en danger. Nous avions d'autres dépenses. Alors vous auriez dû demander honnêtement. Sa mâchoire s'est crispée. Tu aurais dit non. La pièce est devenue silencieuse. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une admission sur pourquoi il avait menti. Tu as raison. Ai-je dit. Je ne t'aurais pas donné 4 900 $ chaque mois pour protéger Evan de l'obligation de subvenir à ses besoins. Tu ne comprends pas ce que ton frère a traversé. Je comprends que quand j'étais à l'hôpital, ses vacances importaient plus que ma fille. Ma mère a regardé vers l'escalier. Nous aimons Sophie. L'amour n'était pas la question. La fiabilité l'était. Si nous avions su à quel point l'accident était sérieux. Tu savais que j'avais une commotion et des fractures. Tu savais que j'étais admise. Nous pensions que Na pouvait rester. Je t'ai dit qu'elle ne pouvait pas. Les yeux de ma mère se sont baissés. Mon père s'est enfin assis, mais le mouvement ne l'a pas rendu moins confrontant. Quelles que soient les erreurs commises. Tu ne peux pas soudainement retirer près de 60 000 $ par an de nos finances. Le chiffre a atterri différemment quand il l'a dit. Près de 60 000 $ par an. Pas une aide pendant une crise temporaire. Un revenu. Vous avez construit vos dépenses autour d'argent obtenu par un mensonge. Nous avons construit les obligations familiales autour du principe que chacun contribue selon ses capacités. Alors qu'est-ce qu'Evan a contribué? Il trouve son chemin. À 31 ans. Il n'a pas tes avantages. Il avait des parents qui le protégeaient des conséquences. J'avais des parents qui transformaient ma compétence en facture. Ma mère a tressailli. Mon père non. Que veux-tu? A-t-il demandé. Des excuses. Tu veux que nous supplions. Je ne veux rien de vous financièrement. Je ne veux plus de fausses urgences. Je ne veux plus de visites non annoncées, pas d'accès privé à ma maison, et pas d'accès non supervisé à Sophie. Tu nous éloignes de notre petite fille. Je la protège de personnes qui ont déjà montré que leurs promesses dépendent de la commodité. Ma mère a commencé à pleurer. Pendant la plus grande partie de ma vie, ses larmes avaient mis fin aux conversations difficiles. Quelqu'un la réconfortait. Le problème central s'adoucissait et la paix revenait sans responsabilité. Cette fois, je l'ai laissé être bouleversé. Mon père s'est levé à nouveau. Si tu fais ça, notre relation ne sera plus jamais la même. Je sais que tu es prêt à détruire cette famille pour de l'argent. Non. L'argent m'a montré ce que la famille était déjà. Il a attendu que je recule. Je ne l'ai pas fait. Derrière nous, le babyphone portait un son doux de la chambre de Sophie. La voix de Marisol suivait, calme et rassurante. Ma fille était en sécurité. Mon père n'avait plus le pouvoir de faire dépendre la sécurité de mon obéissance. Si vous ne pouvez pas accepter ces limites, ai-je dit, vous devriez partir. Ma mère l'a regardé, espérant peut-être qu'il choisirait autrement. Il s'est dirigé vers la porte. Elle l'a suivi. Avant de partir, elle s'est retournée. Je n'ai jamais voulu ça. Je l'ai cru. Cela ne la rendait pas innocente. Tu as aidé à le maintenir. Ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois et est partie. Le silence après la fermeture de la porte était douloureux, mais il était propre. Il ne restait plus de marchandage dedans. Mon père ne m'a plus contacté directement après cela.
Il a continué à dire aux autres que j'avais utilisé l'argent et l'accès à Sophie comme arme. J'ai arrêté de répondre aux rapports de seconde main. La date du transfert est arrivée et passée. Mes parents n'ont pas perdu leur maison. Leur assurance n'a pas disparu. Leurs factures sont restées connectées. Ce qui a changé, ce sont les dépenses qui n'avaient jamais été des nécessités. Ils ont arrêté de financer les entreprises d'Evan. Leurs voyages discrétionnaires ont cessé. Leur foyer a commencé à fonctionner avec la pension et les revenus qu'ils avaient toujours eus. Les conséquences sont arrivées sans mon intervention. Plusieurs semaines plus tard, un email de ma mère est apparu. La ligne d'objet ne contenait que 2 mots, comptabilité complète. En pièces jointes se trouvaient des relevés que grand-mère n'avait pas vus ainsi qu'un document que ma mère avait préparé elle-même. Il listait chaque paiement reçu de moi et les principales dépenses qui avaient suivi. Son message ne me demandait pas de reprendre le transfert. Elle admettait qu'elle savait que la maison était sans dette. Elle admettait que leur couverture de retraite restait active. Elle admettait qu'elle avait regardé mon père décrire l'argent comme nécessaire parce que le confronter semblait plus dur qu'accepter mon aide. Elle s'était dit que je pouvais me le permettre. Elle s'était dit qu'Evan n'en avait plus besoin. Elle s'était dit que préserver la famille exigeait le silence. Puis elle a écrit que le silence ne l'avait pas rendu neutre. Il l'avait placé du côté de mon père à chaque fois. J'ai lu cette phrase à plusieurs reprises. Elle n'a pas réparé la relation. Mais c'était la première chose que ma mère m'avait donnée sans me demander d'emporter une partie du poids. Je lui ai répondu par 3 phrases. J'ai confirmé que j'avais reçu les registres. Je lui ai dit que l'arrangement financier ne reprendrait jamais. J'ai dit que toute relation future dépendrait d'une responsabilité constante et du respect de mes limites. Elle a répondu qu'elle comprenait. Pour une fois, elle n'a pas ajouté de demande. Evan a pris plus de temps. 2 mois après le voyage, un dépôt est apparu sur mon compte. Il était bien plus petit que l'argent qu'il devait. Mais la description l'identifiait comme le premier remboursement Hawaï. Il a appelé plus tard ce jour-là. J'ai trouvé un poste à temps plein. A-t-il dit. J'ai vu le paiement. Je t'en enverrai plus chaque mois. Merci. Le silence entre nous était inconfortable. Est-ce que ça répare quelque chose? A-t-il demandé. Non. Au moins tu es honnête. Le remboursement concerne l'argent. Il ne reconstruit pas la confiance. Je ne savais pas tout. Tu en savais assez pour éviter de demander. Il n'a pas discuté. Ce n'était pas une excuse, et ce n'était pas une transformation. Mais c'était la première fois qu'il restait dans une vérité inconfortable sans exiger que je la rende plus facile pour lui. Notre relation est restée distante. Cette distance n'était plus quelque chose que je me précipitais pour réparer. Ma mère a commencé à reconstruire le contact lentement. Pendant des mois, elle a suivi les conditions que j'avais établies. Elle n'arrivait pas sans prévenir. Elle ne portait pas de message de mon père. Elle ne demandait pas d'argent. Quand elle n'était pas d'accord avec une limite, elle l'acceptait sans transformer le désaccord en culpabilité. Sa première visite avec Sophie s'est faite avec grand-mère et moi présente. Sophie était plus âgée alors, plus alerte, attrapant tout ce qui était placé près de ses mains. Ma mère s'est assise de l'autre côté de la pièce jusqu'à ce que je l'invite à se rapprocher. Quand j'ai placé Sophie dans ses bras, elle a commencé à pleurer doucement. « Je suis désolée. » a-t-elle dit. Pas pour m'avoir bouleversé. Pas pour le malentendu. Pour ce qu'elle avait fait. Je sais. Ai-je répondu. Le pardon n'est pas arrivé à ce moment-là. La confiance n'est pas revenue parce que ma mère tenait sa petite fille doucement. Mais un chemin étroit vers quelque chose de différent s'est ouvert. Mon père a choisi de ne pas l'emprunter. Il est resté convaincu qu'accepter mes limites signifierait abandonner son autorité parce qu'il
n'approcherait pas Sophie sans contrôle. Il ne l'a pas approchée du tout. C'était sa décision. Pour la première fois, j'ai permis qu'elle lui appartienne entièrement. Grand-mère est redevenue une partie régulière de nos vies. Elle n'a jamais essayé de remplacer mes parents. Elle n'a pas transformé son honnêteté en revendication sur moi ou Sophie. Parfois elle venait et discutait de la famille. D'autres fois elle s'asseyait à côté du tapis de jeu de Sophie et parlait de choses ordinaires. Le livre rouge est resté avec elle jusqu'à ce que nous ayons vérifié chaque transaction pertinente. Puis un après-midi, elle l'a apporté chez moi pour un examen final. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine pendant que Sophie dormait à proximité. Grand-mère a fermé le livre, fixé l'élastique et posé sa main sur la couverture. « Tu n'as pas besoin de ça pour te souvenir de ce qui s'est passé. » a-t-elle dit. « Non. Et tu n'as pas besoin de continuer à le lire pour justifier ta décision. » Elle avait raison. L'épreuve m'avait donné de la clarté. Rouvrir la plaie à répétition ne m'en donnerait pas plus. J'ai placé le livre fermé à l'autre bout de la table. Ce soir-là était la date mensuelle où l'ancien transfert serait parti de mon compte. Pendant 22 mois, j'avais regardé 4 900 $ disparaître sous l'étiquette « Soutien familial ». Cette fois, j'ai ouvert 3 comptes établis pour les soins de Sophie. La protection d'urgence et l'avenir. J'ai réparti les 4 900 $ complets entre eux. La confirmation est apparue à l'écran, le même montant, une destination différente. J'ai regardé vers Sophie. Elle dormait, une main posée à côté de son visage. Sa respiration était douce et régulière. Nina était listée parmi les personnes que je pouvais appeler en cas d'urgence. Grand-mère était autorisée à défendre les intérêts de Sophie. Marisol et l'agence faisaient partie d'une structure de soins professionnels fiable. Aucun d'eux n'avait promis de tout résoudre. Ils avaient promis seulement ce qu'ils pouvaient fournir et l'avaient ensuite fourni. La famille que j'avais perdue était en partie réelle et en partie quelque chose que j'avais construit à partir d'espoir, d'obligations et de paiements automatiques. Faire le deuil a pris plus de temps que d'annuler le transfert. Mais le deuil ne dirigeait plus mes décisions. Le livre rouge reposait fermé sur la table. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais en sécurité. Cet argent avait autrefois été la preuve que je pouvais garder tout le monde confortable. Maintenant, il protégeait la seule personne qui était réellement ma responsabilité, ma fille.